BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 10 septembre 2025, bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech & Co, 19h30 et vous le savez, comme chaque soir, nous allons passer 1h30 ensemble, 90 minutes de tech, c'est Tech & Co, la quotidienne, on est là du lundi au jeudi, évidemment à la radio, à la télé, en direct et puis ensuite les replays, les podcasts qui vous attendent. Un grand merci d'être là avec au sommaire ce soir dans Tech & Co, dans l'actu, beaucoup de choses, vous allez voir, avec entre autres ASML qui entre au capital de Mistral, voilà, Mistral qui va être boosté grâce à ce 1,7 milliard qui va arriver. On en parle dans quelques instants. Peut-être étiez-vous avec nous hier soir pour découvrir en même temps que nous les nouveaux iPhones. On reviendra sur ce sujet, on fera un petit condensé de tout ce qui a été annoncé avec nos débriefers. Et puis tout à l'heure, on parlera de MedTech avec un exemple concret, celui de l'hôpital Foch qui accélère dans l'IA, à la fois dans l'accompagnement des patients lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, mais aussi dans les traitements et même dans la recherche. On en parlera avec 3 experts qui seront avec nous sur le plateau aux alentours de 20h30 à peu près, un tout petit peu plus tard. Merci d'être là en tous les cas, bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech ce soir avec, sur le plateau de Tech & Co pour commenter l'actu. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Frédéric Krebs. Salut Frédéric. Ouais, bonsoir François. Directeur du développement chez Palico, ex-Parter Newfund. Et il y a quelques années, tu étais directeur général d'Allociné. Merci d'être là. À tes côtés, c'est Christophe Honnête. Salut Christophe. Bonsoir François. Senior Advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Et Frédéric Simotel, mon fidèle compagnon. Bonsoir François, bonsoir à tous. Voilà, qui est évidemment fait partie de la rédaction de BFM Business. Alors, pour commencer, messieurs, le gros titre d'actu d'hier qu'on n'a pas pu évoquer puisqu'on était en pleine keynote Apple, c'est Mistral. Avec cette alliance qui va peut-être marquer l'histoire de la tech européenne. ASML devient donc le premier actionnaire de Mistral AI. ASML, le géant néerlandais des machines à fabriquer des puces qui injecte 1,3 milliard d'euros dans le cadre d'une levée de fonds qui valorise en fait cette pépite française de l'IA à 10 milliards. Peut-être le signe d'un sursaut technologique européen. Anthony Morel, ce matin, nous expliquait tout ça dans Good Morning Business. C'est peut-être le vrai acte de naissance d'un champion européen de l'intelligence artificielle, parce qu'on reprochait souvent à Mistral AI d'être plus américain que français. Ils ont fait des grosses levées de fonds auprès de fonds US. On a même parlé cet été d'un rachat possible par Apple. Et donc pour faire taire les critiques, alors là, ils n'auraient pas pu trouver meilleur allié qu'ASML. Je rappelle, ASML, c'est la plus grosse entreprise tech européenne aujourd'hui. C'est un spécialiste des machines de lithographie qui équipe Samsung, Intel, TSMC. En gros, sans ASML, il n'y a pas un smartphone ou un ordinateur qui sort des usines aujourd'hui. Donc c'est une entreprise qui est absolument stratégique. Et cette alliance, elle est extrêmement intéressante parce que c'est celle du hardware le plus critique avec celle du software, de l'intelligence artificielle la plus prometteuse, avec à la clé des synergies. Alors du côté d'ASML, ils vont pouvoir utiliser l'IA de Mistral pour optimiser leurs usines, la maintenance des machines, tout ça c'est très bien. Et puis du côté de Mistral, eh bien l'avantage, il est plus cash si on peut dire, puisque ça va être un afflux d'argent frais qui va être extrêmement important pour entraîner les modèles, investir dans des nouveaux GPU. On sait, l'IA dans sa course à effréner à l'intelligence artificielle générative, c'est une industrie qui est capitalistique. Ça va permettre aussi à Mistral AI d'avoir de nouveaux contrats avec des gouvernements, avec des entreprises stratégiques qui peut-être hésitaient encore sur cette question de la souveraineté. Et puis ça les rend aussi incontournables, ça leur donne une assise géopolitique si on peut dire. Parce qu'ASML, c'est une entreprise dont dépendent directement aujourd'hui les États-Unis et la Chine. C'est dire leur puissance et donc ça met Mistral un petit peu au centre du jeu. Alors tout en gardant la mesure quand même, il faut rappeler que Mistral, même avec cette valorisation à 10 milliards, qui en fait la plus grosse entreprise IA européenne, reste encore toute petite face à Anthropic avec sa valorisation à 183 milliards et encore plus OpenAI à 500 milliards. Joli coup quand même pour Mistral. Est-ce que ça ne serait pas le plus beau coup de l'année 2025 finalement, cette histoire-là? Parce que quand on voit que Mistral avait besoin d'argent, on évoquait, Fred, on le disait, on l'a dit plusieurs fois dans Tech & Co, on voyait qu'il y avait quelques vautours autour de Mistral, on parlait notamment d'Apple.
voilà, là c'est bien, il y a une espèce de souveraineté qui s'assoit concernant Mistral, puisque rappelons-le, ASML est un acteur technologique européen. Au-delà de ce mariage technologique, il y a un message aussi fort envoyé à l'écosystème européen, hein, c'est de dire aussi aux acteurs, vous voyez, c'est possible, hein, pas la peine d'aller parfois un peu par dépit chercher, même s'il y a encore beaucoup d'actionnariat américain au sein de Mistral, mais pas la peine votre salut ne vient pas seulement des États-Unis, on peut trouver en Europe des revenus, après derrière, enfin des revenus des investissements. Après derrière, il va falloir voir, parce qu'il faut être prudent quand même hein, sur tout ça, de dire est-ce que Mistral c'est un premier pas pour devenir un géant. Bon, c'est quand même un industriel très matériel hein, avec Mistral. Et puis derrière, tu parles d'ASML. D'ASML, oui. Ouais. Et on voit quand même derrière, Mistral n'a pas encore, doit encore passer à l'échelle, quoi. Son modèle, que ce soit son modèle chatbot grand public, son modèle open source, tout ça, ne rivalise pas encore. Il est bon, hein, mais il rivalise pas encore avec les OpenAI et tout ça. Donc il y a encore beaucoup de travail. C'est là où il va falloir. Et puis les gens n'ont pas le réflexe, le chat. En fait, c'est ça le souci. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a bien un service qui est rentré dans le commun des gens et dans les habitudes des gens, c'est ChatGPT. Et ça va être compliqué quand même. Moi, je résumerais ça. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Dire juste, il faut transformer cette dynamique financière en un passage à l'échelle. Voilà. Exactement. Très bien. Bravo, Fred. Messieurs. Simplement aussi parce que le positionnement de Mistral par rapport à OpenAI, ChatGPT et ses confrères, n'est pas du tout le même. Hein. Ils sont vraiment plutôt axés B2B. Le chat, comme ils disent, ou le chat, je sais pas. On va dire le chat. D'ailleurs, le nom n'est pas très heureux, je pense. Voilà, c'est effectivement pas du tout rentré dans les mœurs, en tout cas même en France, hein, alors que c'est un champion français. Moi, je voulais juste revenir quand même sur cette information quand même qui est exceptionnelle. Enfin, c'est le fait qu'on puisse enfin avoir un champion français qui intègre le top 5 des acteurs AI dans le monde. Hein. Je vous rappelle que même si ils sont encore petits en fait par rapport à OpenAI et à ChatGPT, ils sont dans le top 5. Ils sont dans le top 5 en termes de valorisation. Je rappelle juste un chiffre, hein, c'est qu'ils sont pris au sérieux. Ils commencent à être vraiment pris au sérieux. Enfin, avec cette transaction, ils deviennent vraiment sérieux sur le marché mondial. C'est le seul acteur non américain dans les 5 premiers. Alors c'est vrai que on ne sait pas trop ce qui se passe en termes de valorisation des boîtes chinoises, mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, officiellement, ils rentrent dans le top 5. Et je pense qu'il y a maintenant le plus gros reste à faire, la part la plus difficile reste à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ASML? Voilà, c'est la feuille de route qu'il va falloir maintenant définir. Alors pour entrer dans les détails, hein, Christophe, 1,7 milliard de levée de fonds globale, 1,3 milliard par ASML et 400 millions par des investisseurs. Pour la plupart étrangers. Pour la plupart étrangers, qui étaient déjà les mêmes qu'avant. Il y a juste un nouveau qui est arrivé. Mais d'accord. Voilà. Ouais, je crois que c'est positif de voir que les actionnaires historiques remettent au pot, si je puis dire, sur une valorisation beaucoup plus élevée, ce qui est quand même une très bonne confiance. L'autre chose, c'est que ASML est un acteur ultra solide, c'est un géant européen, il fait partie de ces 2-3 acteurs au niveau mondial dans le domaine des chips, avec TSMC, genre de choses qui ont des situations quasi monopolistiques. Donc, quelque part, je trouve que on est souvent ici, on se fait un peu l'avocat de la souveraineté européenne et se dire, bon, il faut qu'on fasse plus de choses à l'échelle européenne. Donc là, mettre un acteur comme ASML, qui est vraiment un leader très très fort dans son secteur, avec Mistral, c'est positif. Simplement, c'est pas Nvidia ASML. Hein, c'est des gens, ils font des machines-outils qui packagent les puces, etc. Donc, dans la synergie entre les deux telle qu'elle est décrite, elle est de dire, bon, ils vont être un grand client Mistral. Bon, très bien, sans fin de plus. L'intérêt pour Mistral, c'est quand même surtout le fait d'avoir 1 milliard et quelques donnés et un actionnaire avec des poches profondes et qui probablement vont le rester pour les années qui viennent. Donc, moi, je trouve ça très positif et il faut effectivement célébrer le fait qu'on est capable d'avoir finalement une entreprise qui arrive dans la Ligue des Champions. Ceci dit, il faut aussi relativiser les choses. 11 milliards de valorisation par rapport à la valorisation d'Anthropic, 185 milliards. Je ne sais pas quels sont les derniers chiffres pour OpenAI. Je crois que c'est ça, on parle de 500 milliards. Donc, bon, c'est très positif, mais l'écart est toujours là. Et
il y a une question sur effectivement comment dire, à quel point ChatGPT est devenu un réflexe aujourd'hui mondial et donc va préempter une partie du business. C'est un peu comme Google quand Google est arrivé finalement. Google a très vite raflé la mise et a écrasé, étouffé les autres moteurs de recherche très rapidement. Et on peut faire l'analogie avec ChatGPT, qui très vite est rentré dans la vie des gens. Et pas n'importe qui, n'importe qui, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, il y a plein de gens dont on soupçonne pas l'usage de ChatGPT qui s'en servent. Bien sûr. Mais justement, c'est là où Mistral aussi a une stratégie qui n'est pas d'aller en frontal. Non, mais c'est clair. Face à, parce que là, c'est peine perdue, les ressources financières ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, faire le chat n'est qu'une petite partie de tout ce qu'apporte Mistral. Sécuriser des partenariats industriels, alors là avec ASML, mais ce qu'ils le font avec d'autres, avec France Travail, avec nous, notre actionnaire CMA-CGM, qui travaille aussi avec Mistral. Voilà, y aller par touches comme ça, et pas par petites touches, hein, c'est souvent des investissements conséquents, c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Et puis c'est former les gens dans les entreprises aussi à utiliser leur technologie, ça va alimenter les moteurs, enfin les moteurs de recherche de requêtes, ça va alimenter en données aussi, hein, donc ça va rendre l'algorithme encore meilleur au sein de l'entreprise. Donc c'est plutôt intelligent ce qu'ils font. En plus ils bénéficient, il faut rappeler que ASML, alors c'est une spin-off de Philips, hein, de l'époque, c'est les machines, on dit les machines-outils, c'est immense hein, comme machine. Hein. Il faut 6 mois pour les paramétrer, il faut des poids lourds entiers pour les... Je ne sais pas combien il faut de Boeing 747 cargo pour embarquer une machine, en fait. Parce que c'est tellement gros qu'il faut plusieurs avions. On les embarque, on les installe, on les paramètre, il faut bien un an, donc on ne construit pas une usine comme ça. Et puis petit... Je ne dis pas le mode d'emploi, là, le PDF. Et puis petit cocorico, ASML est dirigé par un Français, hein, Christophe Fouquet, et Bruno Le Maire est au board. Hein. Vous vous souvenez, Bruno Le Maire, qui il y a quelques mois disait, il y a même quelques semaines, ça passe tellement vite, disait il faut qu'on ait en Europe, soit plus puissant sur les semi-conducteurs, etc. Eh bien, voilà, on essaie en tout cas d'avancer comme ça. C'est intéressant de voir. On ne frappe pas ces composants, mais si on arrive à être meilleur dans le design, si on arrive à rentrer un peu comme ça dans toute cette partie logicielle, eh bien là, on a une carte à jouer. Ouais. Tu évoquais un petit peu le pédigré d'ASML, une boîte que personne ne connaît finalement. Enfin, nous, on la connaît, mais elle est connue on va dire des spécialistes et de quelques geeks. Mais c'est une boîte c'est étonnant de voir le paradoxe entre une boîte quasiment inconnue, très discrète, et se dire que sans cette boîte-là, on aurait un quotidien qui serait complètement chamboulé, en fait. Sûr. Parce que sans ASML, il n'y aurait pas d'iPhone, il n'y aurait pas de... Enfin, il y en aurait peut-être. Ou alors des gros. Mais beaucoup plus gros. C'est dingue, quand même. Et cette boîte-là, elle n'est pas chinoise, elle n'est pas américaine, elle est européenne. Ouais. Donc Philips, voilà, dans ce marasme ambiant, ça fait du bien de temps en temps de sortir un peu de la tête de l'eau et de respirer, quoi. Voilà, il y a encore des trucs bien. C'est tout cet héritage de Philips. Héritage de Philips, bien sûr. Et c'est précisément là où ça devient intéressant, parce qu'on a là 2 champions, hein, ASML sur sa partie, Mistral sur sa partie, qui s'associent. Et là, quelque part, il faut remercier Trump, qui a accéléré un peu le processus de rapprochement, parce que Trump, qui partitionne le monde en disant America First, du coup ça excite aussi les Chinois puisqu'ils se replient aussi un peu sur eux-mêmes. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste ? À nous aussi d'être plus malins que tout ça, et surtout justement à mettre en œuvre cette fameuse souveraineté qui restait souvent des vœux pieux dans le discours des politiques. Là, enfin, on a quelque chose où puis un acteur, ça prend du des sens. Pays-Bas, hein, même si le patron est français, c'est un acteur des Pays-Bas. C'est pas franco-français. Exactement. Quand Mistral signait avec quelques grandes entreprises françaises, on dit oui, mais c'est la France. Là, ça y est, ASML, et je pense qu'il y a un gros signal aussi envoyé au niveau européen. Je crois qu'il y a quand même... parmi les questions qu'on peut se poser, et cet argent-là peut servir à ça, c'est aussi comment va évoluer le business model de Mistral. Est-ce qu'ils vont... Et je pense qu'il faut qu'ils soient capables de se déplacer un peu plus vers la valeur, vers une valeur qui consiste à aider les clients dans la mise en œuvre, dans le déploiement, un peu comme ce que fait un Palantir ou ce genre d'acteur. Parce que rester uniquement sur le LLM, c'est risqué. Il y a eu cette annonce, on n'en parlera pas ce soir, on n'a pas le temps, mais très importante à mon avis, que Microsoft qui dit qu'ils vont utiliser Anthropic pour certaines fonctions de copilote, c'est une façon... quelque part de commoditiser un peu les LLM en disant OpenAI c'est bon pour ça, Anthropic c'est bon pour ça, peut-être Mistral pour ça, mais il va bien falloir à un moment donné
qui va prendre les $30 par utilisateur par mois? Est-ce que c'est Microsoft? Est-ce que c'est OpenAI? Est-ce que c'est Mistral? Et donc pour Mistral, je pense qu'il y a un énorme enjeu de se déplacer pour aller capter cette valeur. Et puis Christophe, ça va rester combien de temps à $30? Oui, aujourd'hui, il y a aussi des questions. Ça peut augmenter, mais ça peut aussi être challengé. Ça peut être challengé et on peut avoir une concurrence féroce qui fera que les prix vont baisser. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. D'ailleurs, toi, tu avais pris l'abonnement à $50 pour avoir accès à tout. Oui. Tu as pris ça en est où aujourd'hui? Tu l'as testé? Bah écoute, ça marche toujours. Oui. Ça marche toujours. Mais en fait, l'ergonomie, elle est tellement naze. $200, non? Non, mais en fait, c'est pas un abonnement. En fait, c'est pour tout vous raconter. Un jour, je reçois une pub qui dit que pour $50 à vie, en fait, on a des abonnements, en fait, un accès à des services premium d'IA. Et donc, il y a Claude, il y a ChatGPT, il y a Mistral, etc. Et vous pouvez choisir les modèles. Mais alors, c'est beaucoup plus complexe à faire fonctionner parce qu'en fait, voilà, il y a plein de paramètres à rentrer. Mais effectivement, ça marche. Mais l'ergonomie est tellement nulle que, en fait, je reviens tout le temps sur ChatGPT, quoi. C'est quoi, Genspark ou quelque chose comme ça, non? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faudra que je retrouve le nom. Effectivement, il va y avoir une compétition et la question, c'est comment ces acteurs vont se positionner. Donc, il y a un gros enjeu en termes de business model. Voilà donc pour cette bonne nouvelle Mistral AI et ASML. Tiens, on va de l'autre côté de l'Atlantique pour s'intéresser à Elon Musk. Et c'est une annonce qui secoue le secteur des télécoms. Peut-être l'avez-vous suivi parce qu'elle est très intéressante. Elon Musk met $17 milliards sur la table pour racheter les fréquences mobiles de l'américain EchoStar. Et avec ce deal, SpaceX veut donner à son réseau Starlink une nouvelle dimension avec un objectif tout simple, devenir un opérateur téléphonique mondial. Jean-Baptiste Huette nous explique ça et après on vous raconte l'histoire. Jusqu'ici, pour téléphoner ou envoyer un SMS, un smartphone doit capter une antenne 4G ou 5G au sol. Sans relais terrestre, pas de réseau. Avec ce rachat de fréquences, SpaceX change la donne. Les satellites Starlink vont devenir de véritables antennes relais dans le ciel, capables d'émettre sur les mêmes fréquences que nos téléphones. Résultat, un mobile pourra se connecter directement à un satellite, comme s'il dialoguait avec une antenne terrestre. Plus besoin de partenaires télécoms. SpaceX veut désormais proposer ses propres services mobiles, d'abord limités aux SMS et communications simples, car un satellite couvre une région entière quand une antenne ne dessert que quelques kilomètres, en concurrence frontale avec les opérateurs traditionnels. Elon Musk ne se contente plus d'Internet par satellite, il entre sur le marché mondial de la téléphonie, mais ses licences ne concernent que les États-Unis. Pour s'étendre ailleurs, SpaceX devra obtenir ou racheter d'autres licences locales. Pour Elon Musk, c'est une rupture stratégique, établir les bases d'un futur réseau mobile planétaire contrôlé depuis l'espace. C'est une petite... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une information très importante. Très importante parce que on voit se dessiner un peu la stratégie d'Elon Musk. Alors, je m'en doutais depuis un moment quand même, mais là, c'est clair. Elon Musk ne veut plus être, on va dire, au service des opérateurs télécoms. Il veut aujourd'hui gérer lui-même ses clients qui auront un mobile et qui seront abonnés à Starlink. Aujourd'hui, on s'abonne à Starlink avec une parabole que vous mettez sur votre maison et vous avez du très haut débit. Demain, vous aurez en plus un abonnement sur votre mobile. En plus, on parlait de l'eSIM hier sur l'iPhone. Demain, vous aurez SFR, Orange, Bouygues, Free et Starlink. Vous vous abonnerez à Starlink et puis c'est réglé. Ça, c'est quand même une petite révolution que les opérateurs ne voulaient pas voir venir ou n'imaginaient pas. Mais là, parce que pour l'instant, ce n'est qu'aux États-Unis, eh bien voilà. On commence à comprendre la stratégie un petit peu d'Elon Musk à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses, Les États-Unis, c'est le plus gros marché télécom mondial, déjà, il faut le savoir, en termes de valeur. Et ce qui se passe là-bas va forcément faire tache d'huile partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que Starlink, le réseau Starlink, les satellites, n'ont pas de frontières. Donc à un moment donné, ils vont devoir parler avec tous les gouvernements et les gouvernements vont devoir se positionner. Et ils vont pas pouvoir arrêter les frontières, en tout cas dire ici, non, Starlink ça marche pas, et ils vont devoir à un moment donné, je ne sais pas encore comment, mais faire de la place sur des fréquences qui seraient en fait utilisées par Starlink au niveau mondial. Et petit à petit, je pense que Elon Musk va réussir à créer ce réseau mondial qui sera unique en son genre, ça n'existe pas aujourd'hui.
Il y a eu des essais dans le passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Iridium. Vous savez, les gros téléphones qu'il fallait acheter avec la grosse antenne. Là, ça ne sera pas comme ça. Ça sera un téléphone classique, en tout cas un smartphone classique, qui se connectera automatiquement sur les satellites. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et Elon Musk en avait déjà parlé. Il voulait, sa phrase, c'était un smartphone connecté partout dans le monde, sans exception. C'est-à-dire que ton smartphone, il marche tout le temps. La question qui reste, combien de temps il va réussir à monter ça? Ce que j'ai pu lire, c'est qu'il pense aboutir d'ici 2030. Donc, ce n'est pas si loin que ça. D'ici 4-5 ans, il pense pouvoir y arriver. Et ça va être une foire d'empoigne énorme avec tous les gouvernements. Parce que c'est intéressant tout ça, parce que techniquement déjà, c'est une prouesse technologique. Vous vous rendez compte que ces satellites sont entre, on va dire, 300 et 500 km d'altitude. Ils sont en orbite basse. Eh bien, ces satellites arrivent à émettre assez puissamment pour que votre téléphone que vous avez dans votre main capte ce signal et que vous puissiez envoyer vous-même des informations avec votre téléphone à 300 ou 400 km d'altitude. C'est incroyable. Et il faut savoir que tous les satellites de Starlink ne sont pas compatibles avec cette technologie. Il n'y en a que 10% aujourd'hui. 600 sur 6000, je crois. Mais petit à petit, en fait, ce sont des nouvelles générations. Ces satellites sont mis en orbite et vont permettre d'avoir une couverture qui sera équivalente au Starlink avec des antennes qui sont aujourd'hui sur les maisons. C'est ça qui est fort. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Un complet renouvellement de l'infrastructure numérique, finalement, avec les opérateurs télécoms qui peuvent être remplacés effectivement par ces réseaux de satellites et des grands data centers IA. Moi, je pense que pour les opérateurs télécoms, comme tu le disais, ils n'ont probablement pas voulu voir venir la chose et j'espère que pour eux, ça ne va pas être un moment Kodak. C'est-à-dire qu'effectivement, on refuse de voir le truc et puis le jour où il est là, c'est trop tard. Et c'est sûr que pour eux, c'est très compliqué parce que déjà, ils ont une très mauvaise nouvelle cet été avec l'accord Europe-États-Unis sur les droits de douane où il y a quand même une petite ligne qui dit il n'y aura aucune taxe pour financer les opérateurs télécoms pour l'utilisation du réseau. C'était un serpent de mer, on lui a coupé la tête. Donc ça, c'est terminé, il n'y a aucun espoir, aucun espoir là-dessus. Enfin, en tout cas, juste tant que Trump est au pouvoir. Oui, et avec telles que les choses sont à court terme, c'est vrai, on ne voit pas trop comment ça peut évoluer. Donc effectivement, là, il y a un risque existentiel finalement pour les opérateurs. Ceci dit, il va y avoir aussi des belles batailles de régulation parce qu'ils ne vont pas forcément se laisser faire, y compris aux États-Unis. Il y a des enjeux quand même majeurs, y compris chez nous en Europe. Mais comme disait Frédéric, si ça existe, qu'il y a une pression, ça permet de le faire sur les zones blanches. Les gens diront mais pourquoi je ne peux pas le faire, ailleurs. Donc je pense qu'effectivement, c'est un énorme problème que les opérateurs télécoms avaient identifié, mais qui pensaient probablement beaucoup plus lointain. Alors, j'avais posé la question à certains dirigeants d'opérateurs qui me disaient non, de toute façon, ils ne pourront pas couvrir une ville entière, les satellites seront saturés, on sera toujours meilleur en terrestre parce qu'on aura des antennes un peu partout, on a beaucoup plus d'antennes, on aura des débits plus élevés. Là où ils n'ont pas tort, c'est que en fait, Starlink ne marche pas à l'intérieur des bâtiments, parce que, évidemment, c'est du satellite. Donc, il faut être à l'extérieur. Donc, les opérateurs ont quand même quelques atouts, mais le truc, c'est que jusqu'à quand en fait, qui aurait pu imaginer qu'un téléphone puisse se connecter à un satellite? Eh bien, aujourd'hui, est-ce que Elon Musk n'a pas, de la part de ses ingénieurs, des promesses technologiques qui font que, dans quelques années, un satellite arrivera même à transpercer, je ne sais pas moi, des murs, des toits, des choses comme ça? C'est dingue. Et puis, imaginez, dernière chose, Fred, Tesla. Aujourd'hui, toutes les voitures Tesla sont connectées par des puces qui sont gérées par des opérateurs télécoms. Demain, une mise à jour et toutes les Tesla sont connectées par Starlink. Vous imaginez les économies que ça fera faire à Tesla? C'est dingue. Enfin, alors, là, pour l'instant, il a quand même un galop d'essai favorable aux États-Unis parce que c'est très morcelé, il faut aller négocier. Oui, puis il faut acheter les fréquences. Et puis ça lui coûtait 17 milliards. Voilà, les câbles opérateurs, le réseau, on sait que dans certaines régions, il n'est pas de très bonne qualité. Enfin, donc voilà. Et on voit d'ailleurs, il vend ses abonnements. Je regardais, c'est $120 l'abonnement Starlink. Donc ça fait réfléchir. Donc en Europe, c'est pas directement transposable. Moi, j'attends. Aujourd'hui, Fred. Aujourd'hui, tu vois.
Il faut regarder bien la technologie satellite par rapport à la technologie 5G, 6G, 7G. On a quand même une très très grosse différence, y compris utilisée dans le indoor, y compris dans le smashing et tout ça. Et puis le jour aussi, on va commencer à dire qu'il y a un peu trop de pollution, parce que ça va arriver aussi. Voilà, il faut faire attention à ça. Écoute, on parle de la 5G, on en a parlé tout à l'heure, on fête les 5 ans de la 5G. Qu'est-ce que ça a changé la 5G ? Pour ton téléphone, ça n'a rien changé. Non, mais après, évidemment, les opérateurs... Je parle en technologie, quand tu dis... Oui, bien sûr, mais à partir du moment où tu as 50 mégas sur ton téléphone, tu as droit à tous les usages. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs gigabits sur ton tel, tu vois. Et qui te dit que demain, Starlink ne pourra pas avoir 50 mégas pour, je sais pas moi, 10 € par mois et intégré avec ta carte SIM, tu vois. Enfin... Ouais, on verra. Mais moi, il y a autre chose que je surveillerai aussi du coin de l'œil, c'est et si Elon Musk se mettait tout d'un coup à sortir un téléphone, genre un Smart X, tu vois. Et là, je me dis, tiens... Moi, j'y crois pas. C'est trop compliqué, c'est trop tard. Pourquoi ? Créer un écosystème avec quel OS ? Android ? C'était trop compliqué, trop tard de faire des fusées. Et moi, imaginons un petit peu la posture d'Elon Musk. C'était trop compliqué, trop tard de faire des fusées. C'était trop compliqué. Ouais, mais les fusées, t'avais très peu de concurrence. Aujourd'hui, la voiture, excuse-moi. Mais la voiture, quand il a lancé, il n'y avait quasiment pas de véhicule électrique. Lui, il se positionnait sur l'électrique. Il a cartonné là-dessus. Il s'allie avec un Chinois pour sortir des appareils un peu bien faits. Tu sais, ça peut venir vite. Moi, je pense que c'est l'OS qui pose problème. Je le vois mal mettre de l'Android, je le vois mal encore mettre de l'iOS, et créer un OS from scratch avec tout l'écosystème, etc., franchement, ça me paraît fort. Mais bon, peut-être, pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il faut regarder ça. AI native, peut-être. Non, AI native phone. Ouais. Ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est parce qu'en fait, c'est SpaceX qui achète, qui fait cette transaction. SpaceX, c'est aussi tout ce qu'il veut faire pour amener en fait des gens sur Mars. Donc, on peut imaginer que en faisant ce travail sur la partie telco, il puisse s'assurer en fait un financement, en tout cas si ça marche commercialement, que ça puisse aussi financer à long terme toute l'exploration spatiale qu'il est en train d'imaginer. Donc en fait, c'est comme Apple, c'est un écosystème qu'il est en train de mettre en place. Avec des leviers de croissance un peu partout. Exactement, et moi je trouve ça... c'est pour ça que je parle des devices. Oui, bien sûr. Oui, mais exactement, le device pourrait rentrer là-dedans, mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est comme un grand puzzle, et Elon Musk... Où tu as plus dans ton cerveau. Neuralink, ouais, c'est clair. Neuralink connecté aux satellites. Waouh. Là, on va loin quand même. On va loin, les amis. Je sais que tout à l'heure, on parlera du futur de l'hôpital, et notamment avec l'exemple de l'hôpital Foch, mais quand même. On marque une petite pause. Il est bientôt 20h, les amis. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Merci de nous suivre pour Tech & Co, la quotidienne, chaque soir. Frédéric Krebs, Christophe Holnet, Frédéric Simotel. Petite pause et on revient et on fera un petit résumé de la keynote Apple que vous avez peut-être suivi avec nous. Voilà, petit reportage et puis on reviendra sur les annonces du géant de Cupertino pour voir un petit peu ce que vous en pensez, vous tous. À tout de suite. Merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, très bonne soirée avec nous, 20h sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne. Avec ce soir pour commenter l'actu, Frédéric Simotel, que vous connaissez, Frédéric Krebs, directeur du développement chez Palico, ex-partner Newfound et ancien directeur général d'Allociné, et Christophe Holnet, senior advisor chez 72, ancien président de Microsoft Asie du Sud et Microsoft France aussi. C'était il y a quelques années, ça dit donc. Quelques années, mais... On les compte ou pas ? Une vingtaine. Une vingtaine. Eh bien voilà. Allociné ? Ça fait 10 ans. 10 ans, ouais. Ben voilà. Et on repart dans l'actu, si vous le voulez bien, avec la keynote d'Apple. C'était hier soir, un rendez-vous important pour Apple, alors que les ventes, malgré tout, ralentissent. Alors Apple a voulu monter ses ressources. Le groupe lance de nouveaux modèles d'iPhone, mais toujours pas de révolution dans l'intelligence artificielle, qui était le grand absent de cette soirée. Le récit sur place à Cupertino, avec Mélinda Davansoulas pour BFM Business. Et après, évidemment, on commente tout ça.
Redynamiser ses ventes d'iPhone alors que le marché mondial ralentit, c'était clairement la volonté affichée par Apple lors de sa keynote de rentrée. Une keynote de rupture après des années d'annonces dans la continuité, mais la marque a besoin de nouveautés et elle en a apporté. Tout d'abord en dévoilant son iPhone Air, sa nouvelle proposition d'iPhone ultra léger et ultra fin. Alors ce n'est pas nouveau, Samsung a tenté le pari en début d'année avec son Galaxy S25 Edge, mais sans réellement trouver son public. Apple peut-il faire mieux avec une proposition encore plus poussée? En tout cas, l'iPhone Air affiche 5,6 mm d'épaisseur et 165 grammes sur la balance. Mais surtout, il fait une croix sur la carte SIM physique pour favoriser l'autonomie. Selon Apple, l'iPhone Air vise ceux qui veulent des performances plus que de la photo puisqu'on ne trouve qu'un seul capteur au dos. Pour les amateurs de vidéo et photo premium, il y a les iPhone 17 Pro qui changent de look aussi, notamment au dos avec un design plus massif, une puce plus puissante pour gérer notamment les fonctions IA à venir. Apple Intelligence qui s'est d'ailleurs fait plutôt discret durant la conférence avec quelques fonctions nouvelles mais toujours pas l'IA générative attendue. Apple voulait rassurer sur sa capacité à innover, ce sera peut-être chose faite. Un géant américain qui tente une relance de sa gamme dans l'espoir de reconquérir des fans tout en attirant un nouveau public. Reste à voir comment le marché, lui, réagira, notamment face aux coûts de production, aux tarifs douaniers et aussi à l'acceptation de l'eSIM qu'Apple veut pousser aux grandes dames de certains utilisateurs. Mais c'est ça aussi le prix de l'innovation. Voilà, Melinda Davansoulas qui était sur place à Cupertino, à l'Apple Park. Elle a pu évidemment assister à la keynote, rencontrer tous les dirigeants d'Apple et puis toucher aussi ces nouveaux produits. D'ailleurs, le live de la keynote que nous vous avons fait vivre hier est disponible en replay, bien sûr, sur le site de BFM Business, mais aussi sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour revivre tout cela. Nouveaux iPhones, donc iPhone 17 décliné en 4 modèles, iPhone 17, l'iPhone Air, le Pro et le Pro Max, 2 nouveaux AirPods Pro, une nouvelle Apple Watch, et puis évidemment tout l'univers des accessoires qui gravitent autour de tout ça. Est-ce que Christophe ou Fred, c'est déjà un moment de la tech que vous suivez, qui vous passionne, que vous attendez? Fred, est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui s'est passé hier? Alors, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé hier. Mais parce que tu allais venir aujourd'hui J'avoue un petit peu pour préparer un peu l'émission d'aujourd'hui, okay. et pour être un peu au fait de ce qui se passe. Moi, je vais être franc avec toi. J'étais passionné du temps de Steve Jobs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une keynote avec Jobs, franchement, je réservais ma soirée et je regardais. Ok, des pop-corn. Quasiment, quoi. C'était quasiment un moment cinéma pour moi. Débrancher le téléphone, voilà. Je regarde Steve. Et j'avoue que depuis l'ère Tim Cook, et puis surtout les dernières années, pour moi, c'est une petite musique, mais contrairement à ce que l'envoyé spécial a pu dire, j'ai pas trouvé ça en rupture avec ce qui s'était passé l'an dernier ou il y a encore 2 ans. Je trouve que c'est dans la continuité, c'est des très beaux produits, c'est très bien fait, c'est très bien pensé, le marketing est génial, ça donne envie, mais quelque part, il n'y a plus l'excitation que moi j'ai pu avoir il y a encore quelques années, tu vois. Donc, tu vois, le seul moment que je retiens, vous allez voir, ça va vous faire peut-être rire, mais le seul truc que je retiens, c'est le center stage. Vous savez, quand on peut faire des selfies, parce que vous savez, on fait toujours tomber le téléphone, vous savez, quand on prend des selfies, ouais. Parce que moi, il y avait toujours beaucoup de monde autour de moi, je me fais le selfie de façon comme ça, et pas comme ça, et je fais tomber le téléphone. Et là, on peut faire le selfie droit, avec un double tap. Ouais, hop, tu passes en mode horizontal. On passe en mode horizontal automatiquement. Je trouve ça génial. Ouais. Ça, pour le coup, c'est super utile. Pourtant, bon, c'est un truc, à mon avis, qui a dû être développé assez facilement, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est ça qui t'a marqué. C'est ça qui m'a marqué. Après, pour tout le reste, c'est propre. J'espère que Tim Cook n'écoute pas, parce qu'autrement, là, Tu n'auras pas ton selfie avec lui. Non, tu n'auras pas ton selfie avec lui tout de suite, mon cher Frédéric. C'est dommage. Non, mais après, effectivement, l'iPhone Air, intéressant. Mais toi, est-ce que c'est fragile? Est-ce que la batterie va tenir le choc? Est-ce que ça ne va pas chauffer un peu plus? Parce qu'en fait, on voit tout de suite qu'ils doivent régler des problèmes monstrueux. Le fait que les batteries vont chauffer sur une surface aussi petite, ça me semble un sacré coup à jouer quand même. Christophe, alors ton point de vue? Mon point de vue, c'est que... Tu as un peu suivi d'ailleurs cette keynote ou... je dirais un peu comme Fred, je suis Frédéric, je ne suis pas forcément
un Apple maniaque historique pour des raisons qu'on peut comprendre. Utilisateur des produits Apple ou pas? Utilisateur, bien sûr. Oui, ce message est autorisé. Oups, Christophe Holnet, ex-Microsoft. Et Windows Phone. Et Windows Phone, tu pourras avoir un Windows Phone quand même. Oui, je pourrais avoir une médaille pour ça parce que j'ai essayé de le vendre. Ça s'appelle le smartphone, le Windows Phone avant. Avec les Nokia. Oui, toute cette aventure-là. Le Lumia, tu te rappelles du Lumia? Oui, bien sûr. Mais je les ai tous eus. Tu les as tous eus. Et j'ai été jusqu'au bout. Puis au bout d'un moment, j'ai switché toute la famille parce que j'avais embarqué tout le monde sur le Windows Phone et ça finissait par me poser quelques problèmes. Je pense qu'à la maison, ça ne devait pas être sympathique, l'ambiance. Et donc, on s'est convertis, si je puis dire. Et effectivement, moi, je crois que voilà, de la part d'Apple, il y a cette attente finalement qui n'est pas forcément comblée sur l'IA en disant bon finalement qu'est-ce qui se passe. Il y a eu pas mal d'attentes et de déceptions sur ça. Et d'une certaine façon, ils reviennent un peu aux fondamentaux. Recréer de la désirabilité sur un superbe objet. Et je vois, moi, ce que je retiens pour avoir regardé les réactions. Finalement, je vais peut-être le prendre, cet iPhone Air. Ça a l'air super cool, c'est très fin, etc. Ils ont l'art de raconter des trucs. Si tu veux, fou quand même. Ils sont revenus à ce fondamental-là et ça permet quand même d'avoir une belle annonce. Et il s'est passé quelque chose à la keynote, alors qu'en fait, peut-être de façon plus structurelle et fondamentale, c'est quelle va être leur stratégie sur l'IA, leur stratégie logicielle. Et là-dessus, il n'y a pas eu grand-chose. Et qu'est-ce que vous pensez alors de cet iPhone Air, qui est quand même le gros morceau, finalement? C'est une vraie nouveauté par rapport au ronron, plan-plan qu'on avait les années précédentes. Là, il y a un nouveau modèle qui est ultra fin. C'est l'un des plus fins au monde. Il fait 5,6 mm d'épaisseur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous êtes avec nous à la télé... On a du mal à se rendre compte de... On diffuse des images, mais pour avoir pu regarder des vidéos, ou alors lire des commentaires de certains journalistes qui ont pu le toucher, en plus c'est léger, il fait 100 et quelques grammes. Enfin, c'est un truc... C'est vraiment impressionnant. Est-ce que ça a un sens, à votre avis, de sortir un téléphone dont la différenciation est sa finesse et son poids? Après, Fred. Moi, je pense que c'est un test marketing grandeur nature. Parce qu'il n'y avait pas forcément un marché en fait, évident pour pour ce type d'appareil. En tout cas, moi, je ne le vois pas en tant que tel. Donc pour moi, ils testent quelque chose. Ils sont en train de préparer peut-être aussi leur portable, leur smartphone pliable. Donc c'est quelque chose aussi. Ben voilà, Fred est mon pote. Il est d'accord avec moi. Voilà. Le petit galop d'essai. C'est ce que j'ai dit hier soir. C'est ce que j'ai dit. Ouais, mais moi je t'entends pas. Je t'écoute plus. Non, mais bien sûr, je sais que tu es de mon avis. Mais pas tout le monde est de mon avis. Non. Si tu vas du côté de la régie. J'ai dit pliable, j'ai dit écoutez, moi, quand j'ai vu la finesse, je dis ça y est, il n'y en a plus qu'à faire un, voire deux, et ça y est, on a la taille d'un iPhone et on a un pliant. Non, c'est exactement ça. Donc ils sont en train de tester. Enfin, moi, je pense que ils vont voir est-ce que c'est un succès commercial ou pas. On se rappelle des iPhone mini et tous les tests, en tout cas où ils ont dévié par rapport à l'iPhone classique. Qui n'ont pas été des succès commerciaux dans le passé. Donc là, encore une fois, ils ont les moyens, on teste, on regarde comment réagit le public. Est-ce que c'est un succès commercial ou pas? Est-ce qu'on résout tous les problèmes technologiques, techniques liés à cette finesse-là? Ils ont réussi à le faire sur le portable. MacBook Air a été un succès, en tout cas, là-dessus. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent répliquer ça sur un appareil du type smartphone? Ça, c'est la grande question. C'est là où ils sont malins, c'est que quand vous analysez un petit peu les gammes des smartphones d'Apple, l'année dernière, il y avait le 16, le 16 Plus, le Pro et le Pro Max. Là, ils ont enlevé le 16 Plus, qui n'était pas un grand succès, finalement, et ils l'ont remplacé par l'iPhone Air, qui finalement trouve sa place toujours dans la même gamme de prix. Finalement, il remplace le 16 Plus, sauf qu'il crée la nouveauté en disant regardez, on sort un nouveau téléphone et ça va créer une appétence, si tu veux, alors que le 16 Plus ne racontait rien. Il ne s'appelle pas iPhone 17 Air. Et il ne s'appelle pas iPhone 17 Air, il s'appelle iPhone Air. Alors toi, tu étais avec nous hier, évidemment. Fred, avec le recul, parce que c'est vrai qu'hier, on commentait ça en direct. Oui, puis c'est passé vite. Ça passe vite, ça passe très très vite. Les AirPods, avec les AirPods qui traduisent... Alors ça, j'attends de tester, parce que les AirPods qui traduisent... Mais t'as vu que ça n'est pas arrivé en France tout de suite? Ah non, oui.
Alors, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais j'ai lu une actu aujourd'hui. Comme quoi qu'il ne serait pas compatible. En tout cas, en France, on ne pourrait pas se servir de la fonction traduction. Pour des raisons liées aux régulations Alors, il n'y a pas d'explication. Peut-être une question de régulation. En tout cas, entre ça, la montre ultra avec fréquence cardiomètre, toujours cet axe sur la santé dont on a beaucoup parlé. La tension artérielle. Moi, je dis c'est quand même compliqué pour Apple maintenant d'avoir vraiment ces dates butoirs déjà. Chaque année, alors il y a la WWDC au mois de juin, enfin au printemps, printemps-été. Là, l'automne, hop, on sort. Donc, se mettre sous pression pour dire qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer. Donc, y arriver quand même là, et que c'est quand même assez une performance. Je pense que peut-être que après, c'est ce qu'ils ont voulu faire à une époque. C'est faire un peu comme la mode. C'est sortir une collection été, une collection hiver. Bon là, c'est pas une collection été-hiver, mais c'est un rendez-vous en été, un rendez-vous en hiver. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Après, ce que je vois, c'est il y a quand même toujours une nouveauté. L'iPhone Air en est une. Clairement, je pense on s'avance vers le pliant. C'est des tests. Et moi, ce qui me fascine quand même hier, je trouve ce qui était très intéressant hier, c'est tout ce qu'ils font autour. Alors encore une fois, oui, il n'y a pas d'IA, mais ils sont en train de poser les bases de l'IA. Il y a le neural processeur, là, un nouveau processeur qui va traiter de l'IA. On voit qu'ils essaient de faire rentrer le A19 là-dedans. Ils ont refait complètement le design de l'intérieur du téléphone. Enfin, il y a un gros travail, alors qui ne se voit pas. Quand on est grand public, on dit oui, derrière, ils ont mis tous les capteurs photo de façon différente. Il y a quelques fonctions en plus que l'on voit apparaître. Mais il y a un gros travail à l'intérieur. Quand ils disent on a la puissance d'un MacBook Pro dans un téléphone, c'est quand même assez... Alors bon, c'est Apple qui le dit, il faudrait qu'on fasse les tests et tout ça, mais enfin, on se doute quand même qu'ils ne doivent pas en être très loin. Donc moi, je trouve que cette performance-là, moi, j'arrêterais peut-être parfois de me mettre la pression à sortir tous les ans quelque chose. Alors, il faut créer cette nouveauté pour le marché, pour le marketing, mais voilà, parce que c'est vrai que pour on va dire 60-70% des gens, il y a cet effet déceptif en disant... Tout ça pour ça, il faut quand même vendre. Tous les ans. Il faut créer la nouveauté, il faut créer l'appétence. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller chercher cette nouveauté. De ce point de vue, l'iPad Air. L'iPhad Air, l'iPhone Air, statut, les gens vont le renouveler. L'iPhone Air, tu veux dire. Et ce que j'ai rajouté, c'est Melinda Davansoulas qui était là-bas, qui est là-bas. Elle nous a dit aussi un truc très intéressant, je crois, hier soir pour l'iPhone Air. Elle a dit qu'il y avait beaucoup, comparé à d'autres années, elle regarde beaucoup qui sont les journalistes présents, influenceurs, etc. Et elle nous a dit cette année, il y avait beaucoup de journalistes de lifestyle, ce qu'il y avait beaucoup moins avant. Il y en avait quelques-uns, évidemment, mais là, il y en avait beaucoup. Et là, elle se dit, tiens... Oui, parce que c'est un smartphone qui est désirable. Il est fin, il raconte une histoire. Par hasard. Et elle dit, justement, la topologie des profils de journalistes-là raconte aussi quelque chose. Et là, hier soir, ce côté lifestyle raconte un peu l'histoire de l'iPhone Air. Voilà, keynote, replay à redécouvrir sur le site de BFM Business dans Tech & Co, mais aussi sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Rappelons les prix, on est quand même... Oui, c'est très cher. Très cher. C'est vrai. Et puis, alors, quand on compare, par exemple, un produit américain au même produit qui sort en France, il y a entre 200 et 300 euros d'écart entre les deux. C'est ça qui est fou. Et ce qui était fou, c'est nous, Français, on annonçait ça le jour où il y a le pouvoir d'achat est en bas. Ça tombe pas bien. C'est horrible. Le paradoxe est complètement dingue. Bon, écoutez, on quitte les US pour revenir en Europe avec cette inauguration la semaine dernière chez nous de ce premier calculateur Jupiter. C'était en Allemagne, un ordinateur tricolore conçu par Atos. 500 millions d'euros investis par l'UE et Berlin avec l'objectif de rattraper le retard européen face à la Chine et aux États-Unis. Timothée Marouzet nous explique en fait ce supercalculateur et puis après on en parlera avec évidemment nos débriefeurs. C'est le premier ordinateur exascale d'Europe. Comprenez, un calculateur capable d'effectuer un quintillon de calculs par seconde, soit 1 milliard de milliards. Les États-Unis en ont déjà 3, exploités par le département de l'énergie. Il était donc temps pour l'Europe de se mettre à la page, rappelle le chancelier allemand Friedrich Merz, qui a fait le déplacement dans le centre de recherche à 60 km de Cologne. Les États-Unis et la Chine se livrent une course effrénée pour conquérir des parts de marché dans une économie mondiale basée sur l'IA. Mais en Allemagne et en Europe, nous avons toutes les chances de rattraper notre retard et de rester dans la course. Et nous sommes aujourd'hui les témoins d'un projet européen pionnier et historique.
Les chercheurs souhaitent employer Jupiter pour créer des prévisions climatiques plus détaillées. Il pourra aider à la recherche sur la transition énergétique ou accélérer le développement de médicaments contre des maladies comme Alzheimer. Mais un système si conséquent nécessite pour fonctionner de nombreuses puces Nvidia, environ 24 000, et reste donc fortement dépendant de la technologie américaine. Voilà donc, petit reportage de Timothée Marouzet pour ce supercalculateur. Donc, on l'a compris, un quintillon, on entend rarement cette échelle de puissance qui est monstrueuse. Voilà, 10 puissance 18 calculs par seconde. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Question, à quoi ça sert ? Bien, on l'a dit, ça sert à travailler sur des prévisions extrêmes de météo avec toutes les datas et être encore plus en temps réel et pouvoir mieux, on le voit aujourd'hui en plus avec les événements climatiques, savoir un peu mais est-ce que, alors parce que je sais à quoi ça sert, mais je te défie un petit peu dans le sens où on voit qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle nécessite parfois beaucoup moins de puissance de calcul pour avoir des résultats. Je prends l'exemple de la météo. Encore meilleur que les supercalculateurs qu'on a. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Google a maintenant mis un modèle d'IA en place qui est plus efficace, en fait, et qui est moins gourmand en ressources processeurs que les grands supercalculateurs qu'on a un peu partout dans le monde pour prévoir la météo. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que, finalement, cette puissance brute a toujours un impact et un sens ? Elle a un impact et un sens pour le... Au-delà de la com, parce que ça fait plaisir d'avoir un supercalculateur. Enfin, c'est quand même plus rapide que d'autres calculateurs. Il y a la partie efficacité énergétique. Mais ça va calculer l'IA, par exemple ? Ah oui, ça va. Ça va. Il y a des IA, enfin c'est les modèles lourds d'IA qui demandent plusieurs heures parfois par rapport à. Non, il y a un gain d'efficacité. Pas de quantique. Après. Non, pas de quantique. Non, on n'est pas. Après, voilà, qu'est-ce que prévision météo, trouver des maladies, enfin des médicaments, travailler sur tout ce qui est les maladies neurodégénératives. C'est toute cette absorption de millions de calculs. Ça n'a pas le même rôle qu'une IA on va sortir tes 3 requêtes, puis tu veux tes réponses. Là, on est sur des plans un peu plus à long terme. Messieurs. Christophe ? Oui, ma compréhension des choses, c'est que d'abord c'est une bonne nouvelle parce que encore une bonne nouvelle européenne. Ça fait plaisir. C'est rare, c'est quand même la deuxième de et vous l'avez vu, je l'ai séparé d'ASML et de Mistral pour qu'on ait une bonne nouvelle à la toute fin de l'émission. Et que ça arrive effectivement, parce que c'est Atos également qui évidemment est au cœur de la chose. Et il y a plus. Je pense, pour répondre à ta question, il y a je crois, 24 000 puces Nvidia, donc c'est un énorme calculateur IA, avec en plus une capacité et des puces européennes que l'on essaie de développer, qui s'appellent les puces REA, RHEA, et qui ont en fait une mission un peu pour travailler. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les calculateurs IA sont moins bons que d'autres, et là, ces processeurs européens sont plutôt utilisés pour faire de l'orchestration des différents process, de la préparation des calculs et orchestrer tout ça. Donc je trouve que... Donc tu veux dire que les puces Nvidia sont pilotées par des puces maison, voilà. C'est ça, en gros, pour résumer? Voilà, pour résumer, on peut résumer ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça ne s'exonère pas complètement de la capacité de ce que peut faire l'IA, bien au contraire. Donc je pense que c'est un très bon outil au service des industries européennes. Fred, tu vas t'acheter le même pour ta maison ou pas? Je n'ai pas prévu d'acheter un manoir aussi grand pour pouvoir accueillir ce genre de bête. C'est gros d'ailleurs ce truc-là, on a une idée de la surface que ça représente ou pas? Je crois que c'est un demi-terrain de foot. Oui, c'est ça. Un demi-terrain de foot. J'allais dire, c'est deux terrains dans ton jardin. Oui, ça passe. J'allais dire, c'est 2 terrains de tennis. Mais, Non, je pense que on va revenir quand même sur une notion d'écosystème européen. Alors, on vient sur des questions de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, typiquement Mistral, pour entraîner en fait tous leurs modèles, ils utilisent AWS, ils utilisent Google Cloud. Donc encore une fois, c'est je pense une question très importante de souveraineté, de pouvoir rapatrier en tout cas une partie de l'intelligence en Europe. Et très franchement, entre l'annonce en fait de Mistral avec ASML hier et cette annonce qui a été faite la semaine dernière, je rappelle quand même que ce supercalculateur, ça sera donc, il va rentrer dans le top 5 là aussi des plus gros supercalculateurs mondiaux. Ça reste encore une très bonne nouvelle. Ça permet en fait de consolider
l'écosystème européen autour de la technologie, autour de l'intelligence artificielle. C'est quand même toujours ça de prix. Et c'est comme des outils qui sont pour l'entraînement et la simulation, il n'y a pas mieux. Hein. Tout ce qui est les gros ordinateurs IA seront très bien pour l'inférence, peuvent être utilisés pour l'entraînement, ils l'ont été évidemment, mais là, il y a quand même une domination plus forte des supercalculateurs pour l'entraînement, la simulation, et en plus avec une efficacité énergétique, parce que ce qu'on ne dit pas, oui, les ordinateurs IA pour l'inférence, ils seront très bons pour l'entraînement, ils consomment quand même beaucoup. Un supercalculateur est un peu plus optimisé. Voilà, bonne nouvelle, encore une bonne nouvelle européenne. On va terminer par une mauvaise nouvelle pour Google, qui est vraiment dans le viseur de Bruxelles. C'est la Commission européenne, vous le savez, annoncé vendredi une amende record contre le géant américain pour pratiques abusives dans la publicité. C'est une sanction historique qui illustre en fait la détermination de Bruxelles à encadrer les géants de la tech malgré les menaces, on va dire, géopolitiques qui planent. Léa Benaïm nous explique tout ça. Près de 3 milliards d'euros d'amende. La Commission européenne reproche aux géants américains d'avoir favorisé ses propres services publicitaires au détriment de ses concurrents, et ce depuis 2014. Google a désormais 2 mois pour mettre fin à ces pratiques et éliminer les conflits d'intérêts dans sa chaîne publicitaire. Mais l'entreprise dénonce une mauvaise décision et a décidé de faire appel. Cette sanction était attendue, mais il avait été question un temps de la reporter pour ne pas compromettre un accord commercial avec Washington. Mais finalement, Bruxelles a choisi de frapper fort. Une semaine difficile pour le géant de la tech. La veille, en France, la CNIL lui a infligé 325 millions d'euros d'amende pour pratiques publicitaires trompeuses. La seule bonne nouvelle pour Google aura été d'échapper au démantèlement en début de semaine. Voilà, reportage signé Léa Benaïm. Fred, alors c'est encore une bonne nouvelle pour l'Europe finalement, une nouvelle pécuniaire sympathique. Ce soir, c'est et amende historique en plus. Amende historique, mais pas la première. Pas la première, puisqu'on c'est la 4e amende en très peu de temps, depuis 2017. On se rappelle en 2017 de Google Shopping, il y a eu d'autres amendes, il y a eu pour Android aussi, il y a eu pour AdSense, donc différents produits made in Google. On se posait la question là tout à l'heure en dehors du plateau, est-ce que Google va payer ? Il faut savoir que les précédentes amendes ont été payées ou sont en cours d'être payées, donc c'est quand même plutôt bien. Comment ça se passe là ? Ils payent tout d'un coup, ils peuvent payer en plusieurs fois sans frais. Là, ils posent un recours quand même. Là, ils demandent. Alors, ils posent un recours, mais ils doivent quand même mettre sous séquestre, en tout cas, le montant. Oui, c'est-à-dire qu'ils arrivent à budgéter, ils provisionnent en fait l'amende. Ils provisionnent, et encore en ce moment, cette semaine, il y a eu aussi, donc aux États-Unis, une amende qui a été en tout cas prononcée par un tribunal. Donc en ce moment, je pense que le directeur juridique chez Google, je pense qu'il doit bien bosser, avec une armée d'avocats derrière, ça doit y aller. Christophe. Oui, moi je pense que c'est une bonne nouvelle et je pense que c'était une bonne surprise aussi de voir l'Europe être aussi décisive. Et courageuse. Et assez courageuse parce que Trump avait menacé et on voit bien qu'aujourd'hui la souveraineté c'est plus des silos mais c'est une approche globale et que Donald Trump n'hésite pas à mélanger les gens en disant je vais peut-être moins soutenir l'Ukraine si vous taxez Google. Donc je trouve que c'est assez courageux mais je pense qu'on a raison de le faire parce que ces problèmes d'abus de position dominante, parce qu'il y a des positions dominantes, sont très importants. D'ailleurs aux US, il y a beaucoup de débats qui existent, mais ils vont se régler non pas par la régulation, mais à coup de procès où il va falloir aligner des dizaines de millions de dollars. Nous, on a une approche plus démocratique, je pense, en ayant des règles. Et ce DMA, il est malgré tout, il est fait pour garder une certaine équité sur le terrain de jeu pour les différents acteurs. Et il ne faut pas qu'on cède là-dessus, comme on ne doit pas céder sur le DSA pour la liberté d'expression, parce que finalement, à la soumission économique, on aura la soumission culturelle. Fred. Moi, trois petits points. Le premier, le premier, c'est que Google est quand même sommé de présenter quelque chose qui pourrait corriger ça. Donc, qu'ils le fassent, qu'ils ne le fassent pas, en tout cas, on doit réfléchir, on les pousse un peu dans leur retranchement. Le deuxième, c'est que, Cocorico européen, c'est de dire aux autres, regardez ce qu'on fait à Google, on n'a plus peur de vous maintenant, donc faites attention à ce que l'on vous dit. Et puis le troisième point, ça fait réfléchir aussi, c'est Google, parce que rappelez-vous, le RGPD européen
européen, et puis un jour, il y a un RGPD californien qui est arrivé. Donc peut-être que ça va réveiller aussi certains acteurs, alors sous Trump ou pas Trump, on verra, mais quelques États, on va dire. Des États qui vont dire, tiens, vous avez vu ce qu'on fait en Europe? Nous, on pourrait peut-être commencer à faire chaud. Donc voilà, je vois ces 3 effets positifs. Formidable, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 3. Merci Fred. Frédéric Krebs, qui était avec nous ce soir, directeur du développement chez Palico, ex-Parter New Fund. Merci aussi à Christophe Honnête. Merci. Senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France. Fred, on se retrouve la semaine prochaine, puisque demain tu n'es pas avec nous, mais nous serons là, bien sûr, pour commenter l'actu. D'ailleurs, Tech & Co n'est pas terminé, vous restez là. Dans un instant, dernière partie, et on va parler de médecine et de technologie avec un cas concret, l'hôpital Foch, qui accélère dans l'intelligence artificielle et dans l'innovation d'une manière générale. Je vous présente mes 3 invités dans quelques instants, juste après le Tech Flash de Léa Benaïm. Notre petit détour du côté de la rédaction de Tech & Co. Donc vous restez avec nous, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Encore une fois, un grand merci de nous suivre chaque soir et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder en direct, à la radio, à la télé ou à nous écouter en replay ou en podcast. Merci d'être là. 20h30, comme chaque soir, il est temps de retrouver un condensé de l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, Oracle a créé la surprise à Wall Street. Le géant américain a publié ses résultats avec un carnet de commandes qui a quadruplé sur un an. Selon ses prévisions, le chiffre d'affaires de sa division cloud devrait atteindre 144 milliards de dollars d'ici 2030, porté par l'intelligence artificielle. Résultat, le titre explose en bourse, plus 35% actuellement. L'entreprise est désormais valorisée à plus de 870 milliards de dollars. Aux États-Unis, Amazon lance officiellement son service de robotaxi Zoox, des navettes autonomes sous forme de minibus qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Il a été déployé ce matin en service gratuit à Las Vegas. Amazon attend maintenant l'approbation de l'État pour pouvoir facturer ses courses et rivaliser avec Waymo, la filiale de Google. On sera au CES de Las Vegas. J'espère qu'on pourra tester. J'ai hâte de les tester. Ce robot taxi. Également dans l'actualité, Léa, c'est déjà fini pour la filiale de taxi volant de chez Hyundai. Et oui, ça on testera pas. Un Supernal suspend ses activités jusqu'à nouvel ordre. Ça m'étonne pas de vous. En cause, le départ de plusieurs de ses dirigeants et des suppressions de postes. Fondée en 2020, l'entreprise avait présenté son premier aéronef électrique au CES 2024. Il devait être testé l'an prochain pour une commercialisation en 2028. Mais le projet est désormais en stand-by. Et puis Air France va proposer du Wi-Fi gratuit à bord de tous ses avions. Un service rendu possible grâce à son partenariat avec Starlink. 30% de sa flotte sera équipée d'ici 2025 et la totalité d'ici 2026. Air France devient ainsi la première compagnie européenne à offrir ce service à bord de ses avions. Et enfin, aux Pays-Bas, une start-up a battu un nouveau record de vitesse avec son train Hyperloop. 85 km/h sur la piste d'essai. La prochaine étape sera d'atteindre les 700 km/h, mais seulement quand les infrastructures européennes le permettront. Pendant ce temps, la Chine affirme avoir réalisé des tests à plus de 600 km/h. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour un documentaire exclusif réalisé par notre rédaction. Ça s'appelle « Doublage, clone-moi si tu peux », une immersion au sein du métier de doubleur, remis totalement en question par l'IA générative. On écoute un extrait. La voix d'Alain Dorval a été recréée par intelligence artificielle avec, paraît-il, l'accord de sa famille. Enfin, pas vraiment. Quand la bande-annonce a commencé à circuler sur les réseaux, la fille du comédien a pris la parole pour dénoncer cette vidéo. Elle affirme qu'il n'avait jamais été question d'une diffusion publique, seulement d'un essai technique strictement encadré. Et la fille d'Alain Dorval, c'est pas n'importe qui. C'est la ministre Aurore Berger qui a accepté de nous livrer son témoignage. Alors il se trouve que malheureusement j'ai perdu mon papa il y a un petit peu plus d'1 an et suite à son décès, mon père était à la fois engagé dans des productions pour lesquelles il avait déjà réalisé le doublage. Il se trouve que mon père, y compris sur son lit d'hôpital, a continué
à son métier, que les gens se sont déplacés à l'hôpital pour lui permettre de continuer à prêter sa voix et à doubler. Les gens ne le savent pas, mais dans les dernières images qu'ils ont vues et les derniers sons qu'ils ont entendus, mon père était à l'hôpital. Et l'idée était d'accepter uniquement un essai, ne serait-ce aussi, j'allais le dire, par curiosité, y compris moi, de la curiosité de l'enfant que je suis par rapport à mon père, de se dire est-ce que c'est possible de faire revivre le talent, de faire revivre sa voix. Donc il y avait aussi quelque chose de très personnel et de très intime. Voilà, Doc à retrouver sur la plateforme Tech & Co, sur la chaîne YouTube de Tech & Co par exemple. Il est 20h34, direction maintenant le site web de Tech & Co avec Kesso Diallo qui nous a rejoint. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Alors ce soir, tu vas nous parler des AirPods Pro 3, dont l'une des nouvelles fonctions ne sera pas disponible en France et dans toute l'Union européenne. Oui, ça risque de décevoir certaines personnes. En fait, hier, Apple a profité de sa keynote de rentrée pour présenter les AirPods Pro 3, qui embarquent plusieurs nouveautés, dont la traduction en direct. Cette fonction, elle permet en fait d'échanger avec des personnes qui parlent une autre langue sans aucun problème, parce que les AirPods traduisent ses propos. Mais le bémol, c'est que cette fonction, elle n'est pas disponible dans toute l'UE et donc pas là en France. En fait, Apple l'explique sur une page de support, c'est écrit noir sur blanc. Si vous résidez dans l'UE ou que le pays ou la région de votre compte Apple est dans l'UE, vous n'y aurez pas droit. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi on est privé de cette fonction ? Alors, Apple ne fournit aucune explication, mais il est possible que ce soit lié à la réglementation européenne, parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en 2024, Apple avait repoussé le lancement d'Apple Intelligence dans l'UE à cause d'incertitudes réglementaires qui étaient liées au règlement sur les marchés numériques. Et d'ailleurs, Apple ne le précise pas, mais c'est possible qu'en fait, le lancement de cette fonction, la traduction en direct, soit seulement retardé en Europe, parce que c'est ce qu'Apple a fait avec Apple Intelligence. Mais aussi, quand on regarde les langues qui seront prises en charge avec la fonction de traduction, on voit qu'il y en a plusieurs qui sont parlées en Europe, à commencer par le français. Donc ce serait dommage que toute l'Union européenne en soit privée, surtout que cette fonction elle ne sera pas seulement disponible sur l'AirPods Pro 3, on la retrouvera aussi sur l'AirPods Pro 2 et sur l'AirPods 4 grâce à iOS 26. Mais en revanche, lundi. Voilà. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple tu achètes tes AirPods en France et que tu vas aux US, là ça marchera. Ah, intéressant. Je ne savais pas. Je crois que oui, je crois que ça marche en fait. C'est quand tu es localisé sur le sol européen. Oui. Merci beaucoup, Kesso. Avec plaisir. Kesso Diallo, donc, et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire un peu étrange, direction le site web de Tech & Co. 20h36, on va parler médecine et technologie et d'intelligence artificielle avec mes trois invités. Tech & Co, la quotidienne, les invités. On parle beaucoup de MedTech dans Tech & Co avec un exemple concret là d'un hôpital, c'est l'hôpital Foch, qui accélère sur l'innovation d'une manière générale, sur l'intelligence artificielle, et on va en parler avec nos trois invités que je vous présente tout de suite. Alexandre Drézé nous a rejoint. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'innovation à l'hôpital Foch, vous êtes pharmacien de formation et ancien interne des hôpitaux de Marseille. Vous avez même débuté au ministère de la Santé il y a quelques années, et vous êtes maintenant donc directeur de l'innovation à l'hôpital Foch. Vous allez nous expliquer ce que c'est directeur de l'innovation d'un hôpital. C'est assez intéressant. Adrien Vidard est avec nous aussi. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Foch et vous allez nous expliquer comment la tech et l'IA révolutionnent aussi votre activité. Et Franck Lehoué est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir. Président de l'IFEN. Et vous travaillez, alors non pas qu'avec l'hôpital Foch, mais vous êtes une start-up qui facilite au quotidien, l'organisation d'un hôpital. On va rentrer dans les détails dans quelques instants. Alexandre, donc, directeur de l'innovation de l'hôpital Foch, votre job, c'est quoi ? Mon job, c'est d'encourager les initiatives innovantes. C'est un peu paraphraser ce qui est l'intitulé du job, mais en vérité, aujourd'hui, ça se concentre sur 3 grands piliers. La première, c'est le numérique en santé. Déjà encourager l'usage de produits numériques. Deuxième sujet, la donnée. Accélérer l'usage de la donnée, la manière dont on l'utilise. Et dernier point, et on est là, je crois, ce soir pour en parler, c'est l'IA. Et l'IA repose forcément sur un socle de données qui se veut robuste, reproductible. Donc, c'est d'encourager ces initiatives. Et ces initiatives, elles viennent de partenaires. On est ici avec l'IFEN, qui est un partenaire régulier sur ces sujets-là. Et on a également des
des acteurs internes qui ont aussi des velléités de développer des initiatives et qu'on essaye d'accompagner dans la recherche notamment de subventions sur les réponses à appel à projets qui sont proposés par BPI ou autres types de guichets. Alors l'hôpital Foch, c'est intéressant parce que c'est un hôpital prestigieux qui est à Suresnes, 600 lits je crois. Oui, tout à fait. Donc avec des spécialités ou vous êtes un hôpital un peu général Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. On a un hôpital général, 622 lits et places. On a une activité médico-chirurgicale qui a aussi de la proximité, de la référence et du recours. Ça va jusqu'au recours ultime. On a une activité de transplantation pulmonaire, on a une activité de transplantation rénale. Donc on a cette force-là, c'est qu'on propose quand même un panel relativement complet. On ne fait pas de pédiatrie, mais sur l'ensemble quasiment des champs de discipline, on a quasiment toutes les spécialités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez lancé le mot l'intelligence artificielle. C'est compliqué quand on n'est pas dans la bulle, de comprendre comment l'IA révolutionne le monde de la médecine. Alors, de temps en temps, je reçois des startups qui nous disent grâce à l'IA, on arrive à accélérer la recherche de certains médicaments ou de certaines molécules. Grâce à l'IA, un radiologue va pouvoir gagner du temps ou détecter parfois des tumeurs qui sont tellement petites qu'il peut passer à côté. Donc, on a des exemples, mais vous, dans un hôpital comme l'hôpital Foch, comment l'IA s'infuse, en fait, se distille ? Eh bien, elle s'infuse dans l'ensemble des champs de l'hôpital. Ça concerne aussi bien les médecins, les soignants, dans leur exercice quotidien. Ça va concerner de plus en plus les fonctions administratives, où on va aller sur de la simplification par l'IA, et ça concerne également la recherche. On travaille avec l'IFON sur des sujets de recherche. Mais on va dire que tous les segments de l'hôpital sont concernés. Je pense que ça va, en gros, transformer quasiment tous les métiers. Et on fait ce pari-là, du moins à l'hôpital Foch, qu'on va essayer de fédérer une dynamique autour de tout ça pour que les cas d'usage soient éprouvés et validés. Alors, on sait que les professionnels de santé sont sous pression, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pensez que l'IA peut peut-être soulager un petit peu tout ce secteur ou pas ? Je parle à la fois des soignants, on posera la question aussi sans doute à Adrien et à Franck, mais je parlais des personnes qui soignent, mais aussi des patients. Est-ce que finalement, toute la lourdeur administrative qu'on peut avoir dans un hôpital peut être allégée, l'accueil peut être amélioré aussi grâce à l'intelligence artificielle à terme ? Je pense qu'on a des cas d'usage aujourd'hui qui sont en cours d'évaluation, qui laissent à penser qu'effectivement, ça va alléger, notamment au niveau des médecins, la charge médico-administrative. Je pense que demain, avec l'IA, on va pouvoir améliorer l'accueil patient, on va pouvoir améliorer l'expérience patient. Parce que quand un médecin a moins de charges médico-administratives, il va avoir plus de temps soignant, plus de temps de nursing. Même chose pour les professionnels paramédicaux. Donc oui, on peut penser. Aujourd'hui, ça reste une promesse de valeur. Il faut encore l'éprouver, il faut encore le tester. Vous testez des choses, vous testez en fait quoi, des logiciels, c'est ça en fait. Vous testez des choses ? On teste différentes choses. On a déjà des logiciels en production, on a des logiciels en expérimentation et en test, tout à fait. Ça concerne quasiment l'ensemble des champs de l'hôpital, comme je le disais. Donc ça concerne essentiellement, pour le plus gros test en termes de volume, ça va concerner les médecins. D'accord. On aura sans doute l'occasion d'en parler plus tard. Mais on a également des actions sur la recherche et on commence à discuter d'actions sur les parties plus support, à commencer par notamment les fonctions juridiques, les fonctions RH. Adrien, donc vous êtes chirurgien urologue donc à l'hôpital Foch. Votre job, c'est donc, j'imagine, d'opérer. Vous faites que ça ? Alors, je sais que évidemment un chirurgien opère. Vous faites des actes chirurgicaux, mais vous avez, j'imagine, un pourcentage de votre activité qui est autre, qui est la gestion des patients, préparer. Alors on a tous ce backup nécessaire avant de pouvoir opérer quelqu'un. Dans ma spécialité particulièrement, l'urologie, on a une spécialité qu'on dit médico-chirurgicale, donc on fait à la fois des problèmes de santé du quotidien, et puis on peut aller pousser jusqu'à la chirurgie, et on verra nos patients à l'issue. Pour un exemple, habituellement un urologue global, il va devoir voir 10 patients pour en opérer un seul. C'est à peu près le volume d'activité. Donc on passe beaucoup de temps en consultation, on voit, on discute, on parle avec nos patients et on a toute cette gestion à côté médicale et administrative liée à leur prise en charge.
Et l'IA dans tout ça? Est-ce que vous avez des exemples concrets de petites révolutions dans votre quotidien? Alors moi, ma première révolution, là, c'est un outil qu'on utilise maintenant, c'est l'IA conversationnelle qui va m'écouter quand je fais la consultation, écouter mon patient et générer directement mon compte-rendu de consultation. Alors l'intérêt à ça, en fait, il est assez simple déjà, c'est la modification de l'attention que le médecin va avoir vis-à-vis de son patient. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'une consultation en France, c'est 15 minutes à peu près, et la moyenne de l'attention du médecin, ça a déjà été calculé, c'est à peu près une page de pub, c'est 20 secondes. Wow. Donc au bout de 20 secondes, le médecin va couper la parole au patient parce qu'il a déjà commencer à prendre une idée de ce qu'il va faire, de la stratégie, des papiers qu'il faut faire, de ce qu'il va devoir faire. Donc une partie des informations qui peuvent être communiquées par le patient à ce moment-là, elles peuvent être perdues parce que l'attention du médecin est déjà sur la gestion du futur, de la problématique. Et puis en plus, je ne sais pas comment ça se passe, mais auparavant, vous preniez des notes en même temps? On prenait des notes, on doit écrire. Après, on est passé sur une étape maintenant qui est totalement informatisée avec un dossier totalement informatique. Donc, on fait de la dictée vocale ou on va faire de la rédaction via le clavier. Mais majoritairement, à Foch, depuis très longtemps, on utilise de la dictée vocale. Donc, la nouveauté là maintenant, c'est que j'arrive, je suis votre patient, vous appuyez sur un bouton, vous discutez, on discute. On discute, je vous regarde. Vous ne pensez plus à ce moment qui était quand même assez chronophage. Je suis plus devant l'écran, je vous parle. Voilà. Comme maintenant, on a une interaction humaine, donc il y a le langage corporel qui se met en place, il y a l'analyse du patient, il y a le comportement, il y a les non-dits. Oui, et puis aussi, votre charge mentale est plus elle est différente, mais surtout, c'est qu'à la fin, je me rends compte que mes comptes rendus vont être beaucoup plus étoffés. Ils vont être intéressants, par exemple, pour de la recherche clinique, parce que dedans, il peut y avoir des données supplémentaires que moi, en tant qu'urologue, j'aurais pas peut-être prêté attention, alors qu'elles sont importantes pour un autre collègue. Alors attendez, ça veut dire qu'à la fin, donc je m'en vais, je quitte votre cabinet, vous appuyez sur un autre bouton, et là vous avez quoi? Un compte rendu. Un compte rendu. Alors que je peux façonner à ma façon avec des prompts que je peux établir. Je peux même refaire une couche d'IA dessus directement pour lui dire, en fait, fais un courrier plutôt parce que c'est un collègue, tu vas mettre cher ami avec des formules plus conviviales, ou c'est pour adresser le patient à Mais cette IA va simplement résumer ce que vous avez dit, ou va aller plus loin, ou va peut-être même vous donner un début de diagnostic? Non, pour l'instant non, mais c'est tout à fait l'étape suivante. On peut envisager que l'IA m'aide sur le diagnostic, parce qu'en fait, il y a déjà des études qui ont été faites qui montrent que le médecin est bon, l'IA est très bonne, mais le médecin plus l'IA, c'est le couple parfait. Et on est beaucoup plus performant. Ça ne va pas me remplacer. Ça va optimiser mon temps de cerveau qui va être beaucoup plus orienté vers la prise en charge du patient. L'IA n'examine pas le patient, l'IA ne peut pas écouter un cœur, l'IA ne peut pas mettre le main sur le ventre et ainsi de suite. Elle va avoir besoin de cette partie-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des capteurs qui font ça et qui sont connectés à l'IA. Oui, absolument, mais qui vont justement optimiser aussi, qui vont me donner pour moi des données du quotidien, beaucoup plus intéressantes. On sait très bien que quand on se fait prendre la tension chez son médecin, on a souvent un effet blouse blanche. Là, si je peux avoir des capteurs avec des retours tensionnels du quotidien que l'IA va intégrer, je vais optimiser ma prise en charge. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi la keynote d'Apple, mais Apple a annoncé une Apple Watch avec justement le suivi maintenant de la tension artérielle. Si on lui donne la tension de base d'abord, et après elle va prendre juste s'il y a une modification. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très très bien. On attend avec impatience le lecteur de glycémie également sur les Apple Watch et ainsi de suite. Typiquement, vous avez des interactions de patients qui viennent et qui vous parlent de leur Apple Watch? Oui, alors ça arrive en cardiologie. Moi, typiquement, j'ai été l'exemple type où j'ai une alerte cardiaque sur mon Apple Watch à un moment, ce qui m'a amené à consulter, à avoir une prise en charge cardiologique parce que j'ai une alerte sur un trouble du rythme. Et donc, j'ai fait un enregistrement de mon ECG que j'ai pu montrer à mon collègue cardiologue. Le lendemain, ça, c'était la facilité. C'est que j'ai vu mon collègue au restaurant le lendemain et je lui ai dit « Est-ce que tu me donnais ton avis ?» J'ai pas attendu 3 mois pour avoir mon rendez-vous. C'est clair. Vous restez avec nous, bien sûr, parce que j'imagine que l'innovation, elle est aussi, on va dire, quand vous mettez les mains dans le cambouis, si je puis dire, quand vous faites des opérations, ça peut être intéressant de parler peut-être de robotique, etc. Absolument. Mais j'aimerais qu'on donne la parole aussi à Franck Lehouet, président de l'IFEN. Donc start-up dans la medtech, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Quel est votre job? Alors effectivement, nous on fait de l'IA depuis assez longtemps, depuis 10 ans. Et vous travaillez à l'hôpital Foch? Exactement, on travaille avec l'hôpital Foch sur différents cas d'usage, mais globalement ce qu'on essaie de faire c'est entraîner une IA qui va justement prendre ces comptes rendus médicaux, donc peu importe comment ils ont été générés, et en fait essayer de comprendre ce qui est écrit. Donc pourquoi on fait ça? C'est que globalement, la plupart de la connaissance médicale, elle est dans ces comptes rendus médicaux. Donc, c'est du texte libre, en fait. Et donc, tant que c'est dans du texte libre, et dans des PDF en particulier, c'est compliqué, en fait, de faire des logiciels qui vont optimiser les processus parce que les données ne sont pas structurées. Et donc, en fait, en entraînant des IA qui vont lire ce texte libre et comprendre ce que c'est, on peut optimiser des processus métiers, faciliter, du coup, diminuer la charge administrative, etc. Et
à Foch également, ce qu'on fait, c'est qu'on permet de créer des bases de données pour la recherche clinique. Donc là, c'est une petite révolution qu'on est en train de mener. C'est, en fait, historiquement, la recherche clinique, c'est quoi? C'est des personnels dédiés qui viennent justement ouvrir ces dossiers pour remplir des bases de données, pour caractériser les patients, pour comprendre en fait les maladies. Et on fait ça sur de grands volumes de patients. Et donc, c'est très coûteux, c'est chronophage, c'est compliqué de le faire sur plusieurs hôpitaux parce qu'on a envie de le faire à grande échelle. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut faire des statistiques pour comprendre les facteurs qui impactent les parcours patients. Et donc, l'IA va permettre de le faire en fait, en continu, sur tous les patients, à très grande échelle. Et automatiquement. Exactement, de manière automatique. Et donc ça, c'est une petite révolution qui est en train de se jouer maintenant. Et exhaustif. Et surtout, nous, c'est une révolution pour nous, c'est que ça va nous permettre de faire des énormes bases de données et de lutter contre d'autres pays, par exemple contre les pays anglo-saxons, l'Amérique, qui ont des énormes volumes de patients. Et nous, en France, on était un peu bloqués, chacun dans notre petit coin. Là, on peut envisager des bases de données qui vont être nationales, voire multicentriques et ainsi de suite, et beaucoup mieux nourries par l'IA. Il y a un problème aussi de vie privée, c'est-à-dire ces données, vous pouvez les échanger facilement en France. Il n'y a pas de problème de sécurité, enfin de la CNIL ne met pas son nez là-dedans. Ah, si. Parce que tout est anonymisé de toute façon, non? Si, c'est très, très contrôlé, très surveillé. Il y a des cadres réglementaires qui existent pour faire toutes ces études-là et il faut les suivre évidemment à la lettre. Et chaque patient est informé, notamment quand ils viennent à l'hôpital Foch, d'éventuellement l'utilisation de leurs données à des fins de recherche ou d'enregistrement et ils peuvent s'y opposer dès leur inscription quand ils viennent dans l'établissement. Vous en avez qui s'opposent ou c'est rarissime, mais ça parce que arrive. Finalement, ça fait avancer le... Oui, la majorité des gens, quand on leur informe, ils sont plutôt là pour une idée de faire progresser. La majorité des gens acceptent l'exécution de la recherche. On a une personne qui est chargée de ça au sein de Foch qui s'appelle un DPO, comme le veut le règlement européen, et cette personne-là est chargée effectivement de s'assurer que les personnes qui se sont opposées au principe de recherche n'apparaissent pas derrière dans les tableaux qui sont exploités derrière par l'IA. Et au sein d'un comité justement qui est dédié à ça, on s'intéresse aux patients qui parfois demandent l'effacer certaines données ou de nos communications de données. Donc on est régulièrement sollicité, mais ça reste à la marge. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous donner encore... j'imagine que ça vous fait plaisir de voir ces témoignages qui sont quand même, qui vont dans votre sens en tant que directeur de l'innovation d'un hôpital. C'est cool de voir tout ça. Vous avez encore un exemple à nous donner justement de comment l'IA est en train de bouleverser un hôpital? Peut-être on peut peut-être prendre différents exemples. Je pense que la recherche, on en a bien parlé avec l'iPhone, mais on a d'autres sujets autour de la recherche qui est comment l'IA va nous permettre de finaliser certains essais cliniques qu'on a pu mener à terme, faute de patients à inclure. On est avec des essais, notamment avec une société toulousaine qui s'appelle Bot Design, pour lequel d'ailleurs on est sélectionné au prix Galien et on attend les résultats avec impatience. On parlait d'expérience patient, on a mis en place un chatbot à l'intention de nos patients pour qu'ils aient facilement, aisément, en langage naturel, des informations pour venir sur le site de Foch, qu'est-ce qu'ils doivent amener, etc., etc. On a de l'aide pour les cadres de santé. On a mis en place, on est en train de tester un POC avec une société qui s'appelle Opia, qui vise en fait à générer automatiquement des plannings qui sont très chronophages pour les cadres soignants. On a différentes, on va dire, initiatives qu'on est en train d'éprouver, de tester, et on est impatient du moins d'avoir les premiers retours sur ces expérimentations. Adrien, vous opérez. Est-ce que votre métier a changé ces dernières années grâce à la technologie? Alors, peut-être l'IA, pas forcément, je ne sais pas. Mais on parle beaucoup de robotique, de choses comme ça. Ça, c'est un virage qui est fait, qui est acté. C'est-à-dire, on a à Foch une vraie volonté d'innovation de la part de la direction et de l'établissement. C'est un établissement à taille humaine. On a 2 robots depuis longtemps. On a plus de 300 ou 400 procédures par an robotiques dans le service. Et donc, on est dans une croissance maintenant qui fait que même les nouvelles générations n'envisagent pas d'opérer autrement qu'avec le robot. L'une des dernières révolutions qu'on a vues, par exemple, c'est les fusions d'images. Avant, quand vous opériez, il fallait regarder sur l'écran à côté la radio, puis vous opérez dans le malade. Maintenant, on a des options. On va avoir la fusion de l'image d'IRM directement. Et quand vous êtes en train de faire des biopsies, par exemple, vous allez voir directement la lésion qui a été vue sur l'IRM qui va apparaître sur l'écran, ce qui va nous
nous permettre d'avoir une biopsie très focale sur le problème et la gestion du problème. Donc l'IA, par exemple, va nous accompagner. Pour nous, c'est la prochaine révolution. C'est le stéthoscope du 21e siècle. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire sans. Il va y avoir les hôpitaux qui vont avoir l'IA, il va y avoir les autres. On va attirer des talents, des cerveaux, des gens, parce qu'on va offrir ces innovations. Et donc, c'est absolument incontournable. J'imagine que la formation va changer aussi, non? Oui, et puis en plus... je veux dire, la manière dont vous avez appris votre métier... est complètement différente. Complètement différente aujourd'hui. Absolument. Là, demain... Il y a de la technicité, et une notion de la tech qui est différente. On va commencer demain, on travaille avec une autre start-up qui va enregistrer, par exemple, toutes les procédures chirurgicales qu'on fait avec de la vision en 4D qui peut être utilisée après avec des casques de réalité virtuelle de façon à faire l'apprentissage et la diffusion de nos techniques chirurgicales. Donc, pour avoir des spécificités... C'est du e-learning, quoi, finalement. Absolument. Parce que l'idée, l'important, c'est qu'en fait, pour une même intervention, eh bien, c'est pas toujours fait de la même façon. On a tous des spécificités et surtout une expérience. Ça, l'IA, elle pourra pas nous l'enlever. L'expérience chirurgicale, l'empathie, l'intuition. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut arriver à capter avec ces nouvelles technologies. On voit de ci, de là des opérations très médiatisées, des opérations de chirurgie à distance, faites justement par un chirurgien qui va être à l'autre bout du monde et qui va enlever une vésicule biliaire à un patient qui est hyper loin, simplement avec des joysticks. C'est quoi? C'est du bullshit tout ça ou c'est un Non, vrai c'est sens? une réalité. Initialement, les robots, ils ont été créés par ça. C'était des terrains militaires. L'idée, c'est que c'est quand même plus simple, plutôt que d'exporter votre chirurgien, d'emmener une machine avec quelqu'un qui met le patient dessus et vous avez votre chirurgien à 1000 km de là qui peut opérer. Le problématique initialement, c'était les temps de latence de transmission de l'information entre je veux couper, j'ai coupé. Et maintenant, comme ces temps de latence et ces signaux se réduisent de plus en plus, ces technologies-là peuvent se mettre en place. Mais je dirais que c'est déjà quelque chose du passé. C'est fait, c'est acté. La nouveauté, ça va être la gestion de nos données, nos images, l'interprétation et l'optimisation de la gestion du volume de patients. Il va y avoir de moins en moins de médecins, de plus en plus de patients. Il va falloir accueillir tout le monde. Quand on voit un film comme Alien, où il y a des moments où en fait le robot opère tout seul un patient, est-ce que vous pensez que demain c'est quelque chose qui est envisageable? Alors on aimerait bien, mais si on regarde Alien, on devrait avoir des voitures qui volent en altitude et ainsi de suite. Non, ce que je vois plutôt, c'est qu'à une époque on avait un BlackBerry, maintenant un iPhone, on peut pas faire sans, et l'IA, ça va vraiment être mon compagnon du lendemain. Ça va être ce que je vais avoir dans ma poche, dans ma blouse en permanence, et ce qui va m'optimiser mes soins et ma façon de faire. C'est surtout ça que je vais apporter. Merci beaucoup à tous les trois. Passionnant tout ça. Voilà un exemple concret. C'est toujours très intéressant de se focusser sur un hôpital. En l'occurrence, ce soir, c'était l'hôpital Foch. Merci beaucoup, Alexandre Drézé, directeur d'innovation donc à l'hôpital Foch. Adrien Vidard, chirurgien urologue donc à ce même hôpital. Et puis Franck Lehouet, président de l'IFEN. Et vous collaborez avec l'hôpital Foch, mais d'autres, j'imagine, combien? Absolument, 800 hôpitaux en France. 800 hôpitaux, bravo. Quelle belle réussite. Belle base de données. Belle base de données. Merci en tous les cas à vous trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Les replays, les podcasts de ce Tech & Co qui vous attendent dans quelques minutes. Je vous rappelle la nouveauté, on est dispo maintenant sur YouTube aussi en replay, bien pratique pour vous puissiez nous regarder sur votre télé ou sur votre mobile. Très belle soirée, on sera là demain jeudi bien sûr dès 19h30. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.